Bonsoir et merci de nous recevoir en direct sur la télévision Labari pour votre émission débat Contour. La santé publique est incontestablement l'un des secteurs sociaux les plus vitaux. Rien d'étonnant puisqu'on y sauve la vie. Mais si la santé publique était, il y a quelques décennies déjà, accessible aux citoyens, principalement sous le régime du président Séni Kountché, avec la gratuité des soins et même des médicaments, aujourd'hui, le pauvre peine beaucoup à accéder aux soins. Pour être consulté, il faut payer pas moins de 2750 francs CFA souvent, l'équivalent de 4 jours de revenus pour un citoyen dont la richesse est estimée à $1 par jour. À cela, il faut ajouter des ordonnances kilométriques avec souvent une supposée complicité entre agents de santé et délégués médicaux. Il y a également les plateaux techniques qui laissent à désirer, l'insuffisance du personnel qui fait peser une charge de travail colossale sur les agents. Évoquons enfin, puisque ce n'est plus un tabou, la corruption et le business qui transforment certains agents de santé en des pharmaciens en herbe qui vendent médicaments et même tests de grossesse à des patients désemparés. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'émission Contour et pour parler de tous ces sujets, nous recevons sur ce plateau des acteurs clés du secteur de la santé publique. J'ai nommé Dr Tankari Abdoulaye. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes président de l'Ordre des médecins du Niger. Le décor a été bien planté. Je pense que ça sera chaud ce soir. Merci. Beaucoup de choses ont été dites. Juste à côté de vous, il y a monsieur Ibrahim Moussa. Monsieur Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Vous également, vous êtes de la santé puisque vous êtes secrétaire général du syndicat des agents de santé contractuels et fonctionnaires du Niger. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. Et juste sur ma gauche, j'ai Maman Sani Hassan. Monsieur Maman Sani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un autre président clé du secteur de la santé publique. J'ai nommé le président de l'Ordre des infirmiers du Niger. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, nous avons une tanti, une combattante de toujours, bien connue des citoyens nigériens. Il s'agit de Madame Bari Bibata Nyandou. Aja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes leader d'opinion, vous avez été ministre, présidente de la communauté urbaine de Niamey, vous êtes femme leader, vous êtes leader d'opinion tout simplement. Merci de partager votre immense expérience avec nous dans l'émission Contour. Alors, docteur, je le disais, la situation de la santé publique dans notre pays n'est pas assez reluisante. Qu'est-ce qui ne marche pas? Merci, monsieur Hérault. Et le système de santé, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ça ne va pas. Et les problèmes que vous avez cités, c'est vraiment ça, c'est énorme. C'est énorme. Ce qui ne va pas, moi, le premier problème que je vois, c'est le manque de ressources humaines, que ce soit en quantité et en qualité, et à tous les niveaux. C'est ça le véritable problème de notre système. Comment ça se concrétise sur le terrain, ce manque de personnel? Sur le terrain, c'est quand vous partez dans nos structures publiques, en général, vous entendez les gens nous critiquer, nous insulter sur les réseaux sociaux pour dire que, bon, quand on vient pour voir un spécialiste, on vous donne des rendez-vous de quelques semaines. Souvent des mois, docteur. Voilà, donc ça c'est une réalité, c'est le système qui est comme ça. Ce n'est pas le spécialiste qui est fautif. Vous comprenez, un spécialiste dans un hôpital, il a tout au plus une journée de consultation. Moi par exemple, je consulte le vendredi. Et dans toute la semaine? Oui, dans toute la semaine parce que j'ai un programme opératoire comme tous les autres spécialistes. On a un programme de visite, on a un programme pour préparer les malades. Vous voyez, donc chaque jour... Il y a les cliniques aussi, il y a les cliniques aussi que vous fréquentez. Oui, les cliniques, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde ça dès maintenant. Les cliniques, en fait, c'est bienvenu pour l'État. Parce que vous savez, un spécialiste, comme je vous l'ai dit, s'il consulte une seule journée et que les patients sont programmés pendant 2 semaines,
à la descente, il a le plein droit, il est libre d'aller faire son privé. Maintenant, s'il part faire son privé, le surplus des patients qui ne peuvent pas faire une semaine, 2 semaines, 1 mois en train d'attendre, ils peuvent le retrouver dans la clinique. Ça, c'est un ouf de soulagement, et pour le patient. Et pour ceux qui ont les moyens, évidemment. Voilà, mais les moyens, vous savez, c'est ce qu'on dit. Mais quand on regarde, il y a des cliniques qui sont moins chères que le public. Ça, je vous l'ai dit. Surtout si on parle de chirurgie. Mais vous dites qu'il y a un problème de personnel au niveau des spécialistes, par exemple, c'est l'exemple que vous avez cité. Oui. Pourquoi? Est-ce parce qu'on n'a pas suffisamment d'hommes et de femmes formés, ou est-ce que parce qu'on ne les a pas engagés au niveau de l'État? Oui, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les spécialistes seulement, c'est les agents de santé dans leur globalité. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu de recrutement. Il y a beaucoup qui chôment, il y a beaucoup qui sont formés et ils sont en train de chômer. Il suffit juste de recruter et vous allez voir beaucoup de problèmes seront résolus. Vous avez une idée des médecins, du nombre de médecins qui est en chômage actuellement? Non, c'est énorme. On n'a pas, au niveau de l'ordre de médecins, pour le moment, nous avons 2300 environ médecins inscrits. Bon, qui exercent? Qui exercent au privé et au public. Et la majorité au privé. Vous comprenez? Donc, si on estime peut-être 1000 environ, vous voyez, c'est dérisoire pour un pays de 26 millions d'habitants. Vous voyez, c'est comme ça, les infirmiers qu'on prend, c'est la même chose. Quand on prend des laborantins, c'est la même chose. C'est pour cela, quand le patient vient aux urgences, il va trouver un personnel très réduit. Et ce qui est pire, ce sont des vacataires qu'on trouve, ce sont des volontaires qu'on trouve, ce sont des stagiaires qu'on trouve. On ne trouve pas des agents assermentés. Vous comprenez, parce que quand vous prenez une salle des urgences de l'hôpital national, on dit qu'il y a 2 infirmiers qui la gèrent. Or, c'est des centaines de patients qui passent par jour. Donc, tous les blouses blanches que vous voyez, c'est des stagiaires, c'est des vacataires. Vous voyez, c'est pas bien. Des gens qui n'ont aucun engagement, aucune responsabilité morale, oui. Voilà, donc ce sont ces gens-là qui essayent de prendre de l'argent avec les patients et on dit que ce sont les médecins, on généralise alors que ce ne sont pas les médecins. D'accord, on y reviendra dans les détails. Alors on va voir avec M. Ibrahim. Dr Tankari a parlé du problème du personnel. Quel autre problème aujourd'hui grippe le fonctionnement normal de la santé publique au Niger, selon vous? Okay, merci beaucoup. Donc moi je pense qu'en plus de ce que Dr Tankari a dit, le problème de la santé, il faut le voir en tout cas à tous les niveaux. Parce que moi j'ai toujours dit que pour qu'il y ait la santé, il faut, comme on dit, une femme qui doit préparer son plat. Il faut d'abord le foyer. Il faut qu'il ait en tout cas les 3 pierres là, fondamentaux pour qu'il puisse poser sa marmite. Et tant qu'il n'a pas ça là, il ne peut pas poser sa marmite. Et là, c'est le premier élément, c'est d'abord l'infrastructure. Comme vous avez demandé à ce qu'on fasse l'état des lieux. Aujourd'hui, en tout cas, il est fort de reconnaître que les infrastructures existent. Maintenant, le deuxième élément, c'est la ressource humaine. Donc, parce que quand on a les formations sanitaires, mais on n'a pas les ressources humaines nécessaires, là, on ne peut pas faire un travail de qualité, parce qu'il manque une pierre, en tout cas, dans le foyer. Là. Et là, oui, Tankari a dit, c'est ça. Donc, malgré qu'il y a même le manque de ressources humaines, il y a aussi la mauvaise gestion de ces ressources existantes. Actuellement, il faut le dire, puisque tu peux trouver que, comme il l'a dit, si on est fonctionnaire ou on est recruté à la fonction publique, donc on n'est pas appelé à travailler dans la brousse la plus reculée. Il faut qu'on soit dans les centres urbains, alors que la population, elle est en train d'aller au-delà. Elle est en tout cas dans des zones les plus reculées. Il faudrait quand même quelqu'un qui, malgré lui, il va accepter d'aller là-bas, travailler au nom de cette population-là. Donc ça, il faut vraiment, c'est un problème, et que de mauvaise gestion, moi je peux le dire. Du et personnel. Il y a également le problème de la 3e pierre, c'est les produits pharmaceutiques, vous en avez parlé. Bon, à ce niveau aussi, en tout cas, il y a un système d'approvisionnement des médicaments qui est là, à tous les niveaux. Donc peut-être là, c'est dans les perspectives, on va voir les difficultés qu'on rencontre et comment essayer de les corriger. Justement, j'ai une question pour vous à ce niveau. On voit que les centres de santé, surtout les centres hospitaliers, collectent quand même beaucoup d'argent pour les examens, les frais médicaux, les consultations et tout ça. Où va cet argent-là? Au fait, l'argent là, c'est ça. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un collecter de l'argent, on voit seulement qu'il va emmagasiner.
Mais il y a un système, un comité de gestion, en tout cas, qui doit, que ce soit au niveau de l'hôpital, que ce soit au niveau d'une case de santé, il y a un comité de gestion qui est là, qui représente la communauté pour laquelle l'agent travaille. Donc, s'il y a un problème de médicaments, c'est avec ce comité de gestion-là. Ils ont dans certains endroits, c'est des comptes bancaires. Et vous savez que quand on verse l'argent dans le compte, maintenant, ces derniers moments-là, même pour ton propre argent, tu veux acheter des médicaments, tu ne peux pas accéder facilement à son argent. Ou bien tu as l'argent, mais le produit même n'est pas disponible sur le marché. Ou bien tu as le produit, mais ton argent aussi, ce n'est pas une grande capacité. Donc l'argent collecté dans les centres de santé et hospitaliers, c'est pour acheter du médicament. C'est pour acheter des médicaments. C'est pour une contrepartie, en tout cas, de ce que la communauté peut mettre sa part dans le soin qu'on lui a attribué. Mais on ne le sent pas parce qu'à chaque fois, il y a toujours rupture de médicaments, avant même les sanctions de la CEDEAO qui ont amené ce problème de restriction au niveau des banques. Et justement, on ne le sent pas parce que c'est minime par rapport à la consommation. Moi, je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas d'abord les médicaments qui sont payants. Ça, il faut que nous comprenions ça. On dit que les frais de consultation. Donc, quand tu viens, tu mets pied dans un centre de santé, que ce soit à l'hôpital ou tu payes d'abord ton reçu, les frais de consultation, pour voir l'agent de santé ou le médecin qui va te consulter. Et à ce niveau, en tout cas au niveau périphérique, c'est le produit qu'il y a là, on te le donne. C'est quand il n'y en a pas, on te prescrit une ordonnance. Et là, le centre collecte un peu d'argent qui ne peut pas suffire en fonction de sa consommation. Et là, il ne peut pas avoir d'autres produits qui n'est pas ce qu'il est en train de prendre comme frais de consultation. S'il avait des moyens supplémentaires, et il allait avoir des médicaments. Donc là, c'est là où il faut saluer en tout cas certaines communautés, les bonnes volontés qui viennent et ils achètent des médicaments et ils stockent. Donc on ne peut pas dire que c'est à tous les niveaux, mais c'est dans la réalité, c'est le peu que les gens gagnent là, c'est ça qu'ils utilisent pour... D'accord, on va permettre à Dr Tankari d'ajouter un mot, juste un mot, docteur. Oui, en fait, lui, il parle de la périphérie, mais au niveau central, vous avez nos hôpitaux, le système de gestion a changé. Donc, toutes les recettes là que les hôpitaux font, il y a un compte unique maintenant, tout est dedans. Au trésor. Voilà, au trésor. Donc vous voyez, un directeur, un administrateur, il n'a pas le pouvoir de... Il n'est pas libre de pouvoir prendre son argent pour faire des commandes. Donc de telle sorte que les fournisseurs aussi ont bloqué les choses. Parce que si vous avez des centaines de millions avec un hôpital et que vous n'arrivez pas à accéder à votre argent, même l'administration n'arrive pas à accéder à son argent, vous voyez, c'est un problème. Donc c'est un problème crucial qui est là, qui gêne vraiment nos administrations. D'accord, on a bien compris. Alors, Monsieur Mamansani, selon vous, quels sont, on a cité ici le problème de personnel et des médicaments. Selon vous, quel autre problème plombe le système de santé, monsieur? Merci, monsieur Hérault. Dans votre propos introductif, j'ai pu retenir certaines causes que vous avez retenues, ce qui assaille en fait le système de santé d'une manière générale. En dehors donc des deux aspects qui ont été évoqués par les précédents intervenants, moi je pense bien qu'il y a un autre problème qui est de taille. C'est un problème vraiment de l'engagement, de la motivation. De qui? Des agents d'une manière générale. J'allais dire un problème de vocation. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a quelques années antérieures, en fait, les greffes tels que nous les exposons aujourd'hui ne sont pas connus. Je crois que l'une des composantes qui sous-tendent aujourd'hui ce genre de problème, c'est le problème donc de la vocation. Quand on n'a pas la vocation parfois de faire un travail, quoi qu'il en soit, on sera un peu défaillant. Et qu'est-ce qui fait ça? La formation ou quoi? Ce n'est pas la formation en tant que telle. Quel qu'en soit l'arsenal, en fait, les connaissances qu'on va te donner, si tu n'es pas engagé, c'est pour ça que je parlais de l'engagement. Si tu n'es pas engagé, c'est-à-dire que tu ne peux pas un don de soi-même, tu ne peux pas fournir des prestations de qualité. Mais lorsqu'on travaille sous l'autorité quand même des responsables, est-ce que ce n'est pas à eux d'imposer la conduite à tenir à tous les agents? Oui, mais ça peut échapper parfois, un certain nombre de problèmes. Par exemple, un problème sur le plan technique, parfois ça peut échapper
au contrôle donc, de la hiérarchie. Mais si en fait, nous aimerions que l'agent, quand il est, même s'il est seul, qu'il sache qu'on attend de lui des prestations de qualité. On n'a pas besoin qu'il soit sous le contrôle, qu'on le fasse, le gendarme, qu'il le fasse. Et pour cela, il faut qu'il soit suffisamment armé sur le plan donc formation. Il faut qu'il ait une formation donc, de qualité. Il faut qu'il ait un engagement. Je parlais de l'engagement donc de la vocation. Il faut qu'il s'investisse. Il faut qu'il se dise que vraiment il a un métier. Ce sont des professions qui sont très nobles, qui demandent un engagement. C'est pas la rémunération. Ce n'est pas la rémunération. Nous avons toujours dit, moi je suis enseignant, j'ai toujours dit aux élèves, vraiment il faut vous investir davantage. Vous serez payé ici dans ce bas monde et à l'au-delà vous aurez une très grande dividende. Donc vraiment c'est un métier très noble et vraiment ça crée en soi, même s'il a été bien fait, une forme de fierté d'avoir servi, d'avoir aidé vraiment son prochain. À soigner des humains. Justement, parmi les plaintes des citoyens, on retrouve en bonne place le mauvais accueil dans les centres de santé. Qu'est-ce qui fait ça? Voilà. Le mauvais accueil peut avoir plusieurs causes. Elle peut être liée même au service, à la structure. Par exemple, la surcharge du travail, l'absence, donc, c'est-à-dire qu'il y a l'insuffisance donc, du personnel, donc, qui va créer la surcharge. Et avec la surcharge, effectivement, l'être humain, il sait qu'il est. Et il y a la nature humaine, donc la nervosité, la fatigue, etc., etc. Il y a aussi un problème de communication. Le problème de communication, c'est-à-dire que quand on n'est pas disposé, c'est là, je reviens toujours au mot-clé, la vocation. Quand on a la vocation, on surmonte toutes les difficultés, on se sacrifie davantage. Mais quand on n'a pas la vocation, effectivement, on voit en cela un fardeau. Et on l'évite, et c'est en ce temps-là qu'on pose des actes qui sont en contradiction avec l'éthique même et la déontologie. Donc, par rapport à cela. Donc, c'est pour dire aux gens que, vraiment, je ne dis pas tout le monde, mais les quelques rares, en fait, qui sont en train de faire un truc de manière contraire à ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils essaient de mettre fin à ce grand écart entre ce que les malades désirent voir à travers nos prestations et ce qu'ils vivent quotidiennement, de mettre fin vraiment aux aspects négatifs qui sont décriés et parfois à juste titre. D'accord. Oui, cela va sans dire certainement qu'il y a des agents consciencieux qu'on n'a pas envie de quitter vraiment dans les centres publics, tellement ils sont gentils avec les patients. Alors, Aja, vous avez géré, en tout cas participé à la gouvernance du pays, mais vous êtes également citoyenne qui a utilisé ou qui utilise d'une façon ou d'une autre les services publics. Selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas? Merci, M. Yoro. C'est vraiment avec un grand plaisir que je participe à un débat, surtout sur la santé. Parce que tout tourne autour de la santé. Vous ne pouvez travailler que si vous êtes en bonne santé. Il y a trop de plaintes. C'est vrai. Le système de santé, moi je me dis, repose sur des piliers. Ils ont parlé d'un certain nombre. On a les prestations de services, d'abord. Nous avons le personnel, la formation du personnel, l'information qu'on donne aux gens, l'accessibilité des produits et la gouvernance. À tous ces niveaux, il y a des problèmes. Comme il l'a dit, c'est quand quelqu'un est venu vers le métier par amour propre, c'est-à-dire vraiment c'est parce que j'aime cette profession que j'y adhère, pas parce que je cherche un travail, je cherche de quoi manger, donc je vais vers cette profession. Quand on n'a pas la vocation, on ne peut pas faire ce que demandent les autres. Or, c'est que les gens ne savent pas. Quand vous accueillez un malade, déjà à 50% le malade, bien quoi, à 50% le malade est guéri. Quand vous arrivez en détresse et que vous voyez un visage fermé, c'est-à-dire c'est votre maladie même qui s'aggrave. Et il l'a dit, l'accueil. Il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'accueil. Les prestations de services, c'est vrai. Le ratio, comme on le dit, il n'y a pas beaucoup d'argent
y compris les médecins. Mais quand quelqu'un vient, ceux qui sont là, et que ces gens-là l'accueillent bien, honnêtement, la personne va oublier le fait qu'il est d'attendre, parce qu'il y a des longues, il y a vraiment des heures d'attente avant d'accéder. Je sais que par exemple, les gens qui, pour avoir accès à un médecin, il commence déjà à partir de 1h du matin à aller faire la queue pour pouvoir voir le médecin. Ça, c'est un problème. Et il l'a dit parce que ça, c'est le problème de manque de personnel. Là, on l'a à ce niveau-là. Ouais, parce que le médecin aussi peut consulter souvent de 8h jusqu'à 14h. Une seule personne. Oui, on ne peut pas lui demander l'impossible. C'est un être humain comme nous. Donc, il faut les comprendre. C'est la raison pour laquelle, entre eux, ils doivent s'épauler, comme on dit. L'infirmier, les stagiaires, tous contribuent à la santé. Donc, chacun doit jouer son rôle. Et ce rôle-là, s'il n'est pas joué, on trouve la faille. Et c'est cette faille qui fait que, vraiment, honnêtement, on parle très mal des services de santé maintenant. D'accord. Parlons maintenant de la gouvernance. Comment expliquer que le Niger, pays producteur de pétrole depuis plus de 10 ans, pays producteur d'uranium depuis plus de 40 ans, qui n'arrive pas à assurer le service public de la santé? Est-ce qu'on n'a pas les moyens de financer la santé publique au Niger? Je veux qu'on ramène les choses dans leur contexte. Vraiment, il y a eu des progrès. Il faut le dire. Si on prend les forces du système de santé au Niger, c'est que il y a des infrastructures de santé sur tout le Niger. Tout le pays est couvert. Si vous prenez rien que les cases de santé, même si maintenant... Ça fonctionne toujours, les cases de santé? On va en revenir. Rien que ça, partout. Donc ça veut dire que au moins la population sait que si elle a un problème de santé, vers où il faut aller. Ça, c'est une force pour le Niger. Mais beaucoup de choses font que les choses n'ont pas marché. Et vraiment, c'est le système de gouvernance. C'est quoi? Je suis agent. Je dois faire mon travail. Si je suis venu par un recrutement normal, je suis obligé de faire mon travail parce que je sais que je suis venu. Mais quand on me parachute, quand j'ai un parapluie, et ça j'en reviens à nous autres politiciens, c'est vraiment de notre faute. Quand j'ai un parapluie, je ne fais pas mon travail, mon chef ne peut pas me parler, je suis là, je prends l'argent, je mets dans ma poche et je ne fais pas le travail. Et ça, c'est pas bon. C'est la gouvernance. Oui, la gouvernance, justement, pour aller toujours dans le même sens. Souvent, dans un hôpital comme l'hôpital national de Niamey, ou même l'hôpital de référence, un scanner qui ne marche pas. Je ne dis pas actuellement, mais c'est arrivé quand même. Est-ce normal dans un pays? Écoutez, qu'un scanner ne marche pas, ça peut arriver. Mais regardez le corps humain même. Quand vous travaillez tous les jours, un jour vous tombez malade. Donc le scanner peut tomber en panne. C'est encore heureux qu'il y ait un scanner. C'est encore heureux qu'il y ait un scanner. Mais il doit y avoir une réserve quand même. J'en arrive. Je vais en arriver. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un scanner, il faut avoir 2 scanners. Quand un est en panne, l'autre, on le... Ça, comme vous le dites là, vraiment, avec les ressources que nous avons, nous pouvons nous le permettre. Maintenant, ça aussi, il faut avoir des visionnaires pour le faire. Vous comprenez? Donc, on revient encore au système de gouvernance. La gouvernance, là, ce n'est pas seulement au niveau national. La gouvernance, c'est à tous les niveaux. Même le directeur de l'hôpital, il a des priorités. Il peut prioriser. Et en fonction des ressources qui rentrent, il peut dire, bon, tel aspect de la médecine nous apporte beaucoup d'argent. Donc, si nous voulons améliorer nos ressources, il faudra que nous mettions l'excellence à ce niveau-là. Et l'excellence veut dire quoi? Le plateau technique. Le plateau technique. C'est-à-dire avoir le matériel nécessaire pour venir, pour satisfaire les malades. D'accord, merci beaucoup. On va revenir avec vous. Docteur, vous souhaitez réagir par rapport à ça? Sinon, je pose la prochaine question. Non, c'est déjà bon parce que après, elle a reconnu que c'est le système de gouvernance. Ça, je suis vraiment d'accord avec elle.
D'accord. Abandonnons maintenant dans le sens des plateaux techniques. Pourquoi on manque d'infrastructures à ce niveau, avec tout ce que j'ai cité comme ressources pour le Niger? Oui, en fait, quand vous m'avez posé la première question pour les problèmes, quand je parlais de ressources humaines en quantité et en qualité, le deuxième problème, pour nous, c'est le matériel. Bon, vous savez, la médecine, ça avance, ça évolue à une vitesse exponentielle. La santé, c'est de l'argent. Ne voyez pas l'investissement qu'on fait. Tous les hôpitaux, tous les actes qu'on fait à l'hôpital, c'est payant. Donc l'hôpital, même si on les laisse gérer eux-mêmes, ça peut marcher, moi je pense. On a eu des directeurs de l'hôpital qui ont bien géré l'hôpital. Par exemple, quand je parle du directeur Sabou, tout le monde sait que son passage à l'hôpital a été bien. À l'hôpital national. C'était un bon gérant. Et depuis lui, ça n'allait pas. Donc, le matériel, ça ne suit pas. Vous voyez, il y a beaucoup qui sont partis faire la formation, ils sont venus, il n'y a pas de matériel pour travailler. Et si je prends un petit exemple de mon domaine, l'orthopédie, vous voyez, il y a un certain moment, juste avant le coup, c'est des Indiens qui viennent faire les prothèses de genoux, prothèses de hanche. Et quand ils viennent, ils déchiquettent les Nigériens comme des bétails, parce que dans le système francophone, on ne peut pas faire 2 prothèses sur un individu le même jour, au même temps opératoire, ça ne se fait pas. Mais eux le font. Et après, ils s'en vont, ils prennent leur argent et c'est des conséquences. Or, quand vous prenez un orthopédiste nigérien, vous l'envoyez à un stage de 6 mois. Il revient, vous payez le matériel, il peut le faire. Vous comprenez? Ils ont fait la formation, mais quand ils sont rentrés, il n'y avait pas le matériel, on désapprend. Donc, il suffit juste de les envoyer, faire 6 mois, payer le matériel. Faire un peu la pratique. Vraiment, ils peuvent le faire. Que des Indiens quittent, font des milliers de kilomètres pour venir prendre de l'argent et partir. Et vous voyez les évacuations qui se font. Beaucoup de gens partent en Tunisie, au Maroc, juste pour les prothèses. Donc ici, on peut le faire. On a les ressources humaines qui peuvent le faire. Il suffit juste qu'on les mette dans les conditions, ils peuvent le faire. Mais est-ce qu'on sent une amélioration depuis quelques mois par rapport au plateau technique, puisque j'ai suivi une fois sur la télévision nationale que tous les hôpitaux sont dotés de scanners maintenant, et que d'autres sont en chemin? Vous avez des informations par rapport à ça? Moi, en tant que président de l'ordre des médecins, vous savez, l'ordre, tout ce que l'ordre dit, c'est la vérité. Donc, on n'est pas dans la politique. Vous comprenez? Si on veut avoir le scanner dans tous les hôpitaux, on peut l'avoir. Si on veut que ça soit fonctionnel, on peut l'avoir. L'État a les moyens. Moi, j'ai toujours dit que l'État a les moyens. Comme madame la ministre l'a dit, c'est-à-dire dire qu'un scanner est en panne, et qu'il n'y a pas de scanner, il faut aller au privé, c'est pas bien. L'État peut avoir 2-3 scanners dans un centre, dans une structure publique. Parce que les gens payent, c'est pas gratuit. Et ça donne de l'argent. C'est bénéfique même pour l'hôpital, c'est bénéfique pour l'État. Est-ce qu'on a une idée de ce que les hôpitaux gagnent en termes de recouvrement? Bon, ça, je ne peux pas le dire, je ne suis pas dans l'administration, mais moi, je sais que les hôpitaux gagnent de l'argent. Ça, je sais. Je sais, mais maintenant, on a coupé l'herbe sur leurs pieds. Comme je vous l'ai dit, c'est le compte unique maintenant au trésor. C'est un peu difficile. Si on arrive à les libérer, peut-être ça va aller un peu. Mais c'est même trop cher. Le coût de consultation à 3 000, pratiquement plus de 2 000. C'est cher pour un pays, oui, l'un des derniers de la planète quand même, en indice de développement. Honnêtement, monsieur Hérault, je suis d'accord avec vous, c'est cher. Moi, en entendant le Niger là où on est, la consultation doit être gratuite. Vous comprenez, sans politique, ça doit être gratuit. Si on veut, au moins, ce sera une façon de faire profiter les citoyens du pétrole, de l'uranium et autres. Parce que moi, je dis toujours que l'État est riche. On a l'argent. Il faut voir, dès que quelqu'un est ministre, il est DG, il est millionnaire, il est milliardaire. Donc, vous voyez, il y a des aberrations qu'il faut rectifier. Peut-être avec le Laboussani, peut-être on va rectifier les tirs, mais sinon, il y a vraiment des problèmes. On l'espère bien. On l'espère bien. Alors, M. Ibrahim, pourquoi on n'a pas ce qu'il faut avec tout ce qu'on a comme ressources en personnel? On a les jeunes diplômés qui n'attendent qu'à être employés. Il y a le matériel qui est là, qui n'attend que d'être acheté. Bon, on a aussi des ressources pouvant nous permettre normalement d'accéder à tout ça. Pourquoi ça ne se passe pas ainsi? Ok, merci beaucoup, M. Hérault. Je pense que Mme la ministre l'avait dit. Le problème là, nous, ça nous dépasse, c'est un problème de gouvernance. Mon enseignant, M. Mouzani, a beaucoup dit sur la vocation. Parce que tout simplement,
ce que je vais augmenter, la santé et l'éducation sont considérés comme dernier métier. C'est-à-dire, tu viens souvent à la santé, c'est parce que tu n'as pas là où aller. Tu viens souvent à l'éducation, c'est parce que tu n'as pas là où aller. Et quand tu réserves ce genre de métier-là, la personne vient, il va le faire parce qu'il va le faire, mais ce n'est pas parce que lui, il veut. Maintenant, il s'attendait aussi à ce que dès qu'il fait la formation à la santé, il devient quelqu'un qui va, en tout cas, accéder à un emploi. C'est difficile. Aujourd'hui, on met tous les jeux sont braqués sur l'État. Alors qu'aujourd'hui, on pouvait diversifier et faire le privé. Dès que la personne ne peut pas être dans le public, quand l'État doit faire en sorte que dans le privé, aussi on peut accorder des petits, en tout cas, prêts pour ouvrir des salles de soins. Et puis là, ils peuvent gagner, ils peuvent aussi, en tout cas, faire bien le travail. Mais quand tu sais qu'on est ensemble et on est au Niger, je ne gagne rien, ou bien je suis mal payé, je suis là malgré moi. Donc, moindre des choses, en tout cas, m'énerve. Et c'est pour ça que certains vendent des médicaments ou demandent, pour programmer un patient au niveau du spécialiste, ils demandent de l'argent en contrepartie. On a vu tous ces éléments-là. C'est des réalités quand même. Un peu plus de 15 ans dans le système, en tout cas au niveau périphérique. Nous avons vu et nous avons compris, nous sommes en train de sensibiliser. C'est-à-dire on a vu dans certains endroits où j'ai mes produits, comme il y a des ruptures de médicaments, comme on l'a dit, bon moi je vais chercher des produits, j'amène et puis je vends. Ça, c'est la faute de nos organisations, peut-être professionnelles, qui doivent sensibiliser en tout cas les militants pour qu'ils ne puissent pas faire ce que la déontologie ne nous a pas autorisé. Même si moi je sais que j'ai faim, je dois d'abord mettre devant, en tout cas ma profession là, l'éthique et la déontologie, ce que je dois faire. On a vu en tout cas une intervention chirurgicale dans une case de santé. Ça, c'est des choses c'est des problèmes de comportement des individus. Comme dans la politique, on ne peut pas dire aussi que tous les politiciens sont faux. Moi, je dis que j'ai commencé où le Niger avait moins de 1000 CSI. Que ce soit CSI type 1 ou type 2. Actuellement, on a environ, en tout cas, 1250 plus 1500. Ça fait déjà 2750. Ça, c'est les CSI, les centres de santé intégrés. Avec 2500 cases de santé, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Mais maintenant, le fonctionnement, comment ça se passe? En réalité, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau des responsables, on dit la force de la structure dépend de celui qui l'en est. Quand un responsable compétent est devant une structure, il est en mesure quand même de réfléchir quelle est ma priorité, qu'est-ce qui ne va pas, comment moi je vais faire pour que je communique bien avec ma communauté. Et imposer la rigueur nécessaire. Voilà, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, en tout cas, si ce n'est pas ces derniers moments, on ne sait pas, on n'a pas vu encore le changement. Si tu dis à un manœuvre ou à un agent, fais ton travail, là, il va te faire partir. Mais comment on peut comprendre que moi, avec ma profession, avec mon diplôme, je suis venu pour travailler, mais c'est quelqu'un parce qu'il est de la communauté ou parce qu'il est plus fort. Il est d'un parti politique plutôt. Parti politique, il me met de côté et il m'impose un comportement. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un appel. Le mal du Nigérien, c'est de mettre les hommes à la place qu'il faut. Je pense que tout tourne autour de ça. Un chevronné, en tout cas professionnel, à qui on a donné son poste, il ne voit pas ce qu'il gagne dans son poste. Il voit comment il doit faire son travail. Bon, en tout cas, depuis quelques années, ce sont des professeurs de la médecine qui dirigent les grands hôpitaux, en tout cas. Hein. Et vous avez dit qu'il n'y a pas eu de changement. Hein. Non, pour le moment, il ne suffit pas. C'est-à-dire les dirigeants. Aujourd'hui, le ministre était médecin. Oui. On avait eu un ministre médecin. On avait eu aussi d'autres ministres agents de santé. Mais ça n'a pas changé. Les changements, en tout cas, est encore attendu, il faut le dire. C'est pas parce que on est tous, en tout cas... D'accord. On va voir ce qu'il faudra faire dans les solutions et les perspectives. Alors, je reviens avec vous, M. Bomassani.
on parle de coûts élevés. C'est surtout ce qui place la population dans un désarroi. Souvent, on a une personne malade, on est obligé de se référer à un centre de santé, même les frais de taxi pour y aller, c'est des problèmes. Mais on est obligé d'aller parce que la personne est dans un état critique. Arriver là-bas, c'est d'abord, il faut payer la consultation même avant d'accéder. Et encore, c'est l'ordonnance tout de suite. C'est quand même... C'est pas normal dans un pays voilà, qui défend sa population, je veux dire. Merci, M. Hérault. Vous avez dit c'est l'ordonnance tout de suite. Mais on ne peut pas faire autrement devant certaines situations. C'est la seule alternative pour venir en aide à son malade. Mais pour l'infirmier, l'infirmier et le médecin. Oui. Pour eux, c'est l'ordonnance, mais pas pour l'État. Mais ça va tout ça. Non, parce que l'État devait quand même... On l'a vécu ici au Niger, où il y a des stocks qui sont là pour les urgences. Dès que quelqu'un arrive, on déploie les premiers soins d'abord pour stabiliser, sauver la personne avant de penser à remplacer ces médicaments ou à poursuivre le traitement. Mais ça n'existe plus et on ne peut pas l'expliquer. Bon. Je ne dis pas que ça n'existe plus parce que moi je suis un peu, depuis quelque temps, je suis un peu hors du système parce que je suis parti directement dans l'enseignement. Mais je sais qu'effectivement, en son temps, il y avait eu ce qu'on appelait la mini-pharmacie, donc qui consistait effectivement à avoir donc des produits d'utilisation urgente qu'on peut exploiter, qu'on peut utiliser en attendant effectivement que le malade soit en possession de produits pour faire un remplacement. Et moi, à l'époque, j'ai beaucoup apprécié cette approche-là parce que vraiment ça a limité vraiment beaucoup de souffrance à certains malades. Voyez-vous, quand quelqu'un vient notamment à l'hôpital de Miami il y a une quinzaine d'années et on lui prescrit une ordonnance, il va faire le tour de Miami. Nous avons vu des malades qui quittaient l'hôpital de 20h jusqu'à 6h du matin. D'abord, ils ont un problème d'orientation au niveau de la ville de Niamey. Parce qu'ils viennent de la brousse. Ils viennent de la brousse jusqu'au matin, ils n'arrivaient pas vraiment à avoir le produit désiré. C'est en ce temps effectivement que cette réflexion avait mûri et les gens ont mis en place ce système-là. Mais pourquoi on l'a arrêté? Non, je ne peux pas confirmer que ça a arrêté. Je dis bien que je suis un peu hors du système. Mais si mon avis est demandé, je pense que c'est vraiment une très bonne approche qui peut beaucoup encourager, maintenir, consolider. Parce que vraiment ça va atténuer beaucoup les souffrances donc, des malades. Mais pour un peu revenir, parce que j'ai suivi avec intérêt l'intervention de monsieur du président de l'ordre des médecins et de monsieur Ibrahim. Monsieur Hérault, il faut qu'on se dise un certain nombre de vérités. Et même si, quel qu'en soit ce qu'on doit faire, on avait les infrastructures. Honnêtement, nous sommes bien nantis en termes d'infrastructures. Ça, c'est clair. Il faut faire la sous-région pour voir à quel point que le Niger est vraiment nanti en termes d'infrastructures. Maintenant, ce qui manquait, c'est les équipements. Et même les équipements, je crois que honnêtement, l'État est en train de concentrer de gros efforts. Mais il faut reconnaître qu'effectivement, la santé a des exigences, il y a la complexité de la santé, il y a vraiment du matériel parfois de haute technologie. C'est vrai que l'État, c'est l'État, l'État doit investir dans ce sens-là, mais je crois que ça va venir, comme on le dit. Mais tout ça, là, ce n'est pas le problème de l'équipement, ce n'est pas un problème d'infrastructure. Moi, à mon sens, vraiment, c'est un problème de ressources humaines. C'est-à-dire que les ressources humaines, quelle qu'en soit la beauté d'infrastructure, ça ne va représenter qu'un plan architectural, un truc physique architectural sans aucune valeur. Sans aucune valeur, parce qu'en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vrai, c'est beau, c'est joli. Quand tu viens de loin, c'est joli. Mais nous, ce qu'on veut, c'est effectivement le travail par rapport à cela. Et ce travail-là, qui doit faire, c'est les différents acteurs qui doivent s'investir. Ils doivent vraiment, comme on le dit, vraiment se donner à fond pour faire le travail conformément à leurs prérogatives, chacun selon son champ d'intervention, et de le faire avec vraiment conscience professionnelle. C'est en ce temps-là qu'on peut parler vraiment de la qualité de prestation. D'accord. Merci beaucoup. Madame Bari Bibatanyandou, selon vous,
pourquoi nos hôpitaux sont devenus, nos centres de santé publics sont devenus presque privés. À tous les niveaux, que ce soit officiellement ou officieusement, il faut aussi donner de l'argent. Souvent, je l'évoquais tout à l'heure, même les agents, pour pouvoir accéder à un spécialiste, il faut glisser quelque chose dans les dossiers. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Bon, moi, ça là, je dirais que ce sont les vicissitudes de la vie qui ont entraîné ça. C'est-à-dire, le coût de la vie a augmenté. Il faut coûte que coûte que la personne se nourrisse, mais que la personne paraisse. Parce qu'il y a ça aussi, paraître. Elle paraisse. Donc la personne se dit que dès que je veux commencer à travailler, il me faut la voiture, il me faut ci, il me faut ça. Les basins. Ce qui pousse justement les gens à aller contre les règles préétablies. Et ça, ce n'est pas bon. La deuxième chose, c'est que il y a l'impunité totale. Même si on me plaint en flagrant délit, c'est-à-dire même si j'ai fauté, il n'y a pas de sanction. Rien ne se passe. Alors si aujourd'hui, moi je vole, on ne me sanctionne pas, demain je vais faire plus que ça. Vous comprenez? Ça, c'est un autre problème. Mais il faut qu'on comprenne aussi que la santé a un coût. Et une des forces justement du système de santé du Niger, c'est que le système a impliqué la population. C'est-à-dire, on a créé le recouvrement des coûts des comités de santé. Je suis dans le comité. En principe, je dois comprendre comment fonctionne le système de santé. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi on me demande ça? Vous comprenez? Donc, on fait intégrer à la population qu'elle doit participer au coût de la santé. C'est vrai que 2750, 3000, voilà. C'est trop pour des consultations. Tout à fait. Quand le revenu moyen du citoyen est de $1, à peu près 550 francs CFA. Oui, ça je suis d'accord. Je ne sais pas combien ils prennent au niveau rural. Je sais que dans les centres urbains, vraiment, même à ce niveau-là, vraiment, ce que vous voyez, ça fait pitié. Oui, la personne vient en détresse, surtout, et au lieu de la prendre en charge, tout de suite, on fait l'ordonnance et on lui dit d'aller amener les produits avant ça. Vous-même, déontologiquement, ça ne se fait pas. Vous recevez la personne, vous consultez, vous lui donnez les premiers soins. Et après, maintenant, dites de recouvrer. Et surtout, il n'y a pas de distinguo. Peu importe qui vient, que ce soit le paysan, le citadin, le pauvre, le riche, tout celui qui vient, c'est le même traitement. Or, dans un pays, pour la justice sociale, on devait avoir plusieurs paliers afin de faire en sorte que personne ne soit laissé sur les carreaux. Mais dans nos hôpitaux, on trouve des gens sur les carreaux. Je suis d'accord avec ce que vous dites. La preuve l'a dit. C'est-à-dire, au Niger, on a un défaut. Le défaut, c'est que les choses qui gagnent là, et les bonnes manières, dès que les personnes changent, on les laisse. Dès que les personnes quittent, on pense que ces personnes-là ne connaissent rien, et il faut instituer un autre système. Les réserves qu'ils faisaient avant, pour intervenir rapidement là, ça, il faut qu'on ramène ça. D'accord. On va voir ça plus dans les solutions tout à l'heure. Inch'Allah, docteur, on va aborder notre dernier tour de table certainement. Et ce sera, on l'a vu, le problème de personnel, d'infrastructure, d'équipement, de gouvernance aussi. Maintenant, face à tout ça, que faut-il faire pour améliorer la santé publique au Niger? Avant de répondre à votre question, je voudrais amener quelques précisions par rapport à ce que Mme Sani a dit. Les infrastructures, il y a eu des efforts, mais ça reste encore. Vous voyez, rien qu'à Niamey, quand vous venez à l'hôpital, il y a des gens qui n'ont même pas de lit, qui sont par terre. Vous partez à Poudrière, c'est la même chose. Vous partez au CHU, c'est la même chose. Donc ça, c'est un problème d'infrastructure.
Le problème d'équipement, nous, on le vit. Moi, je suis chirurgien, on le vit. Quand vous avez un patient qui est là, la nuit, il vient une fracture, vous ne pouvez pas l'opérer la nuit parce que vous n'avez pas de fixateur. Vous ne pouvez pas l'opérer la nuit parce que vous n'avez pas de clou, vous n'avez pas de broche. Et souvent, les médecins utilisent du matériel personnel, à eux, même les tensiomètres. Hein. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous voyez, les clous même qu'on utilise, c'est des matériaux qui sont faits uniquement pour une seule utilisation unique. Quand on a l'œil, il faut jeter. Mais nous, on recycle. Vous comprenez? On recycle, c'est pas bien. Vous comprenez? Donc, équipement, là, nous, on le vit. On sait que ça reste beaucoup à faire. Vous comprenez? Bon, maintenant, par rapport à votre question. Les solutions. Les solutions. La première des solutions, vous voyez, je pense que le CNSP est sur la bonne voie. Ils sont en train de faire un recrutement des spécialistes, ça c'est salutaire. Une 80aine, si oui, ma mémoire est bonne. Oui, 80 et quelques, mais c'est le processus qui n'est pas bien, la manière de faire. Vous savez, un spécialiste, c'est quelqu'un qui a un bac plus 13, plus 14, plus 15. Et la première raison pour laquelle je vous dis que le processus n'est pas bien, parce qu'ils veulent faire un concours. Quelqu'un qui a un bac plus 13, plus 14, le faire asseoir pour un examen, qui va l'évaluer? Ça, c'est un. De deux, la médecine, c'est un autre secteur. Quand vous finissez aujourd'hui, et quelqu'un qui a fini 5 ans, 10 ans, c'est pas la même chose. On a besoin de l'expérience. Or, quand on vous dit de revenir sur la table pour concourir, celui qui vient juste de finir, il va passer. Or, nous, on a besoin de médecins de qualité sur le terrain. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour ne pas donner l'impression de faire injustice, puisque le concours, si on choisit ceux qui ont gagné, on les prend? Non. Le concours, on sait que le concours, ça rime avec injustice, ça on le sait. Et notre métier, je vous dis, on veut prendre les meilleurs. Si on veut prendre les meilleurs, c'est les expérimenter. Quelqu'un qui a 10 ans de pratique en médecine, c'est différent de quelqu'un qui vient juste de finir. Comprenez? Et ces 80 et quelques qu'on veut prendre, nous on a recensé, c'est 100 et quelques qui sont là. C'est pas tout le monde qui veut aller à la fonction publique. Donc, même les 80 et quelques, peut-être on ne va même pas les avoir. Comprenez? Donc, faire un concours en médecine, généraliste et spécialiste, vraiment, c'est causer du tort à notre système. Parce que la confraternité va prendre un coup. Quelqu'un qui a fini 10 ans, on vient prendre quelqu'un qui a fini tout de suite. Vous voyez, c'est pas bien. Nous, au niveau de l'ordre de médecin, on n'est pas d'accord avec. On a compris cela. Oui. Donc, le recrutement, c'est d'abord recruter assez de spécialistes. Combien, par exemple? Tous ceux qui sont sur l'État, tous ceux qui sont là, l'État a besoin. Parce qu'il faut comprendre, un spécialiste ou un médecin, quand vous le recrutez, l'argent qu'il fait rentrer à la structure de santé, ça dépasse son salaire. Donc l'État ne perd pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment, les gens s'asseyent et analysent les choses. Quand je vous prends un spécialiste, je vous dis qu'il consulte une fois par semaine. Donc ça veut dire 4 fois. Vous voyez, 4 fois par mois. Une consultation, venez de dire, c'est 3500. S'il consulte 20, ça va faire combien? Ça va faire 70 000. 70 000, banalement. Ça dépasse. Oui, 70 000 banalement. Maintenant, il va opérer 2 fois par semaine. Il peut opérer 4 à 5 personnes. Et tous ces gens, ça vont payer à la caisse. Même les opérations, voilà. les chirurgies sont ça, je vous dis. Voilà. Maintenant, avant ça aussi, avant d'aller au bloc, il y a les bilans qu'il faut faire. Et les bilans, là, c'est payant encore. Et un bilan, ça peut aller à 50 000, 60 000, si on ne demande pas le scanner. Si on demande le scanner, c'est 100 et quelques mille. Oui. Vous comprenez? À part ça, il y a l'ordonnance qu'il faut faire, qui va à 70 000 environ, l'ordonnance du bloc. À part ça, il y a le lit qu'on paye, c'est pas gratuit. Donc vous avez tout ça là, quand vous réunissez ça, en une semaine, le spécialiste donne 2 à 3 fois son salaire quand l'État le paye. Mais là, vous donnez aussi la preuve qu'on a transformé nos hôpitaux en des entreprises lucratives. Ça, c'est le système. Tout ça, ça fait trop d'argent. Oui, on est dans un système capitaliste. Ça, c'est le système qu'il faut changer. C'est ce que je vous dis. Et ça, pour nous, on voit que c'est normal parce que c'est le système capitaliste. Le pays a décidé d'aller vers là-bas. Bon, peut-être maintenant, avec le Labosani, avec le CNSP, peut-être on va revenir en arrière pour être un peu socialiste, pour être un peu humaniste. Vous comprenez? Donc, peut-être, donc c'est de recruter d'abord. D'accord, on a compris ça. Voilà. Ok. Recruter au maximum. Vous voyez, il y a les généralistes qui sont là. Beaucoup sont en train de chômer. Quand vous venez dans nos urgences, on a besoin de généralistes avant de voir le spécialiste. Mais vous venez, il n'y a pas de généralistes.
Mais il faut aussi avoir des bureaux pour les mettre, parce que le bureau, c'est sinon ils ne secondaire. pourront pas travailler. Mais le problème d'infrastructure se pose aussi. Quelqu'un qui travaille, il a le droit. Oui, il faut construire. Il faut construire. Comprenez? D'accord. Quelle autre solution en dehors du personnel? Bon, le personnel d'abord. Maintenant, après ça, il faut voir le système de gestion. Parce que vous ne pouvez pas recruter quelqu'un, le payer et ne pas pouvoir avoir une main mise sur lui. Vous comprenez? Lui, il a un peu parlé d'un agent que vous lui parlez, vous lui donnez des instructions, il refuse. Parce que tout son père a été parachuté. Donc, il faut qu'on revienne vraiment à des meilleurs, on revienne aux fondamentaux, voilà. On revient aux fondamentaux, parce que vous ne pouvez pas être chef de service et que quelqu'un, il y a des brebis galeuses que vous n'avez pas la même mise sur eux. Ça ne peut pas marcher. La santé, c'est de l'ordre. C'est comme l'armée. La discipline. Voilà, c'est la discipline. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un, parce qu'il est parachuté par un XY, il se permet de faire tout. De faire ce qu'il veut. Merci beaucoup, Dr Tankari Abdoulaye. On avance avec vous, M. Ibrahim. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer le système de santé? Bon, avant les solutions, vous avez parlé allez-y rapidement. du matériel personnel. Tu vois, c'est ça le Nigérien. C'est-à-dire que quand je fais du mal seulement, on va raconter. Mais quand je fais du bien, personne ne va aller dire que bon, un tel m'a fait ceci, il m'a fait cela. Alors qu'il y a des bonnes actions qui sont en train d'être faites, en tout cas par les prestataires de soins, à tous les niveaux. Mais on ne va pas voir les acteurs là venir faire dire que non, à un tel endroit on a fait ceci, on a fait cela. Je pense que il y en a souvent qui achètent même des produits dans leur poche pour les patients. Qui payent des ordonnances dans leur poche. Mais malheureusement, ça là, les gens ne veulent pas le dire. Par rapport à certaines choses aussi, c'est le comportement des Nigériens. Normalement, si les structures périphériques fonctionnent, on ne va pas vivre ce qu'on est en train de vivre à l'hôpital. Moi, je suis parti au Bénin. À côté, on peut comprendre qu'au Niger, la santé encore, c'est moins cher. Hein. Honnêtement, moi, oui, il faut le dire, c'est moins cher par rapport aux autres pays de la sous-région. Mais c'est notre comportement aussi de dire que bon, il faut que je voie un médecin, il faut que je voie d'ailleurs parmi les médecins là un tel. Donc du coup, je fais une surcharge à l'autre. Mais nous, les Nigériens lambda, on voit que lui, il ne travaille pas. Mais alors qu'on est en train de l'imposer à être surchargé. Alors que le système n'a pas besoin de dire que c'est un tel, c'est un tel. Non, c'est le système. Tu es venu à une formation. On avance rapidement, le temps est contre nous. Pour les solutions, Dr Tankari l'a dit, c'est d'abord un recrutement en masse. Et notamment, en tout cas, on a une couche de professionnels qui est en train de servir l'État. 80% du personnel du ministère de la Santé actuellement existant sont des contractuels. C'est ça. Qui acceptent d'aller servir dans des gens et souvent des volontaires qui ne perçoivent aucun rang. Donc ces gens-là, l'État a l'obligation, en tout cas politique, et aussi de l'engagement de les faire recruter à la fonction publique. Aujourd'hui, le système, en tout cas ici à côté de 15 km de Niamey jusqu'à Ngourti, tu ne peux pas voir une formation sanitaire qui n'a pas de bénévoles, qui n'est pas signé par un contrat. Alors que ça ne devrait pas venir. Ça ne devrait pas venir, ça c'est un problème politique que, en tout cas, le CNSP doit corriger. Le deuxième élément, c'est la méthode même de recrutement. Moi, je pense que revenir dire qu'un recrutement par voie de concours, c'est un recul. Ça veut dire que tout ce que les gens ont fait là, l'État n'a pas considéré que c'est des efforts. Alors que c'est une récompense. J'ai servi, j'ai fait un effort pour l'État, l'État me récompense. Là, il va falloir modifier la loi. Hein, non, la loi a été modifiée. Qui dit qu'il faut le concours pour accéder à la fonction publique. Il y a des recrutements depuis 2010, des recrutements sans concours jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne peut pas, c'est même insensé de parler, en tout cas aujourd'hui. Moi, je ne suis pas médecin, mais je sais qu'il y a eu au moins 1000 médecins qui sont recrutés sans concours. Donc, d'autres paramédicaux qui sont recrutés sans concours. Donc, aujourd'hui, parler recrutement et concours, c'est une décision unilatérale. Ça veut dire que l'association avec les acteurs n'était pas prise. Ça, c'est une décision. D'accord. Et l'autre solution, c'est payer correctement les gens qui sont recrutés. Aujourd'hui, moi, je peux donner un exemple. La grille salariale dont vous faites allusion aux agents de santé tous les jours là. Mais c'est une grille qui n'est pas normal. Le médecin gagne combien? Le cadre A1
Oui, il gagne combien? La grille concerne. Mais les cadres A2 là, tu es recruté avec. Le médecin A1 gagne combien? Non. À peu près. Je ne sais pas, mais je sais à peu près. Moi, quand je fais l'analyse, plus tu vieillis, plus ta charge augmente, moins ton salaire augmente. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Ceux qui sont en tout cas à rester pour faire cette situation-là. Un infirmier, permettez-moi de vous poser cette question. Un infirmier gagne à peu près. Son salaire de base est de 157 000. 157 000 s'il est recruté à la fonction publique. Pendant que le médecin a un peu 400. Mais c'est une augmentation de 100% de la grille. Et ce n'est pas seulement les médecins. Parmi les infirmiers, il y a des cadres A1. Donc, du coup, on a compris que c'était un jeu, en tout cas qui était organisé pour que les gens accèdent au cadre A1 et le concours professionnel. Et maintenant, actuellement, l'effectif du ministère de la Santé, la pyramide est renversée. On a plus de 60% des cadres A1, alors qu'on devrait avoir environ 60% des cadres B2. Donc, les gens qui doivent exercer à la périphérie, en tout cas les cadres d'exécution, est moindre. Donc on ne recrute que ceux qui ont fait les études supérieures. Supérieures et plus nombreux que ceux qui ont les études élémentaires. Donc, du coup, l'obligation de recruter ceux qui sont en tout cas à la base. Et un médecin a besoin de plusieurs infirmiers et autres pour fonctionner, oui. Actuellement, on autorise les sages-femmes pour faire des salles d'accouchement, les infirmiers pour faire des salles d'éducation. Mais quand vous prenez d'autres couches, les laboratoires, par exemple, ils n'ont pas l'autorisation, on ne peut pas les autoriser d'ouvrir des cabinets de laboratoire. Alors que si j'ai ouvert une salle de soins ou une salle d'accouchement, on a besoin d'un laboratoire. On a besoin de laboratoire aussi. Donc vraiment, voilà un gros mot. D'accord. Et surtout le respect des normes. Le ministère s'est doté des normes standards pour lesquelles on sait qui est directeur général de l'hôpital, pour lesquelles on sait qui est directeur de tel endroit, pour lesquels on sait qui est médecin-chef de district, pour lesquels on sait qui est gestionnaire, qui est ceci, qui est cela. Il faudra en tout cas nécessairement respecter ces normes-là. On a bien compris. Merci. Alors, rapidement, M. Momotani, quelques solutions qui n'ont pas déjà été évoquées ici. Voilà, les solutions qui ne sont pas évoquées, c'est par rapport à la qualité du personnel. Je reviens par rapport à cet aspect. Actuellement, sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup vraiment de titulaires, donc de diplômes en ce qui concerne le personnel paramédical. Il y en a suffisamment sur le marché de l'emploi. Mais est-ce que ces diplômes sont fiables quand on sait ce qui se passe un peu dans les instituts privés de santé? Pour l'instant, pour moi, ils sont fiables parce qu'il y a un organe qui organise effectivement ce concours. Et vraiment, je crois vraiment à la méthode, à la méthodologie, à l'organisation, à travers l'examen unique de certification. Donc, c'est un mécanisme de tamisage qui permettrait vraiment de sélectionner vraiment les plus méritants. Même si par ailleurs, peut-être qu'il y a parfois quelques insuffisances qu'il faille un peu améliorer et pour vraiment, en fait, avoir vraiment un peu plus de la qualité. Mais pour le moment, il n'y a pas de grève par rapport à cet aspect-là. Donc, même ceux qui sont donc créer un mécanisme de sélection. Il ne s'agit pas de dire que donc on va recruter. Oui, il faut recruter. Le recrutement est nécessaire, il s'impose. Mais il faut faire un recrutement sur des bases vraiment solides, des sélections efficientes pour vraiment mettre à la disposition de la population. Et en fonction des besoins. Oui, en fonction des besoins, mais d'un personnel techniquement compétent et socialement intégré. Socialement intégré, là je reviens par rapport à la mission de l'organe que je représente ici, l'ordre des infirmiers. Donc il faut avoir des infirmiers qui incarnent les valeurs cardinales de probité, de moralité, de sens de responsabilité, de probité, etc. etc. Et par rapport à cela, nous sommes en train de nous atteler pour d'abord finaliser l'installation des organes régionaux de l'ordre. En ce temps-là, nous serons plus regardants, très exigeants par rapport à cela. Et nous ne pouvons pas lésiner pour sanctionner ou prendre des mesures idoines pour mettre fin à certains comportements qui aujourd'hui qui ternissent notre profession, vraiment qui jettent un peu de l'anathème par rapport à la profession pour voir vraiment pour que le malade
qui part dans une formation sanitaire en ce qui concerne les infirmiers, qui ne constate pas vraiment un écart entre ce qu'il veut voir et ce qu'il peut. Et surtout là. Et quelle autre solution, en dehors du personnel? Vous avez aussi parlé du personnel. Sur le plan plateau technique, ça va? Infrastructure, c'est bon? Oui, infrastructure. Moi, j'ai parlé de l'infrastructure physique. L'infrastructure physique. Effectivement, il y en a l'infrastructure physique. D'accord. Il y a eu des efforts, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu des efforts. Mais en toute chose, il y a toujours des insuffisances. Il y a eu des efforts. Moi, vraiment, j'ai eu à visiter les infrastructures dans d'autres pays. En ce qui concerne le Niger, vraiment, moi, je pense qu'il y a eu des efforts. Mais quand même, ça mérite encore, une fois de plus, d'être un peu amélioré. Donc, il y a l'amélioration de l'infrastructure et il y a les équipements. Docteur, le président de l'ordre des médecins avait parlé de l'équipement. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de payer l'équipement. La présence physique d'un équipement, à elle seule, ne constitue pas vraiment de donner des prestations de qualité. Il faut, une fois de plus, que celui qui est censé effectivement travailler avec cet équipement soit suffisamment nanti en termes de technicité. Donc, par rapport à cela, la mise en formation des agents, par rapport à la manipulation. Il a signifié, oui, il a parlé de stage pour les médecins nigériens et puis voilà, avant l'acquisition des équipements. Alors, on va terminer rapidement avec vous, Adja. Comment rendre la santé publique plus accessible aux pauvres Nigériens? Parce que les Nigériens sont en grande majorité pauvres et surtout en ces temps de Laousseni, on n'a pas les moyens, franchement, Adja. Bon, moi, c'est là-dessus que j'allais intervenir. Vraiment faire en sorte que le Nigérien moyen ait une couverture médicale, une assurance médicale. Et je pense que c'est possible. Oui, pourquoi pas? Avec le manque de pétrole, vraiment on peut permettre à chaque Nigérien d'avoir une couverture, d'avoir son carnet, s'il arrive, qu'on puisse le consulter. Si nous faisons ça, ça va diminuer de beaucoup les problèmes. Je ne dis pas que la personne en elle-même ne va pas contribuer, mais c'est déjà un grand saut. Ça, c'est un. La deuxième des choses, je vais revenir sur ce que le docteur a dit. Vous savez, parfois, par la nécessité, fait en sorte qu'on recrute sans passer par le concours. Ça va être une disposition, discrimination positive. Et on a eu à le faire au Niger, je ne sais pas si c'est 2009 ou 2010, quand on voulait qu'il y ait assez de médecins. Tous ils ont été recrutés, mais on leur a dit vous ne restez pas à Niamey. Si vous acceptez de venir servir l'État, il faut que vous alliez en région. Et ça aussi, c'est quelque chose. Il ne faut pas que tout le monde soit concentré à Niamey et qu'il y ait un déséquilibre au niveau rural. Et ça ce n'est pas bon. Donc, comme il a dit, recruter, vraiment recruter. Faire en sorte que tous ceux qui ont fait leur formation, qui ont les vrais diplômes, parce qu'il y a ça aussi, qu'on les recrute et qu'on s'assure qu'il y ait la couverture nationale et qu'on s'assure, comme il l'a dit, qu'il y ait sanction en cas de défaillance. Parce que le problème, c'est ça aussi. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bari Dibata Nyandou. Je rappelle que vous êtes leader politique, femme politique, leader d'opinion également. C'est à ce titre que nous vous avons invité. Merci d'avoir été des nôtres. Nous étions aussi avec M. Mamansani Hassan, il est président de l'Ordre des infirmiers du Niger. Il y avait également avec nous Dr Tankari Abdoulaye, président de l'Ordre des médecins. Et enfin, nous étions aussi avec M. Ibrahim Moussa, secrétaire général du syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de la santé. Merci à tous d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Le sujet est loin d'être épuisé, vous l'avez constaté, parce qu'il est vaste et il est tout aussi important. La santé, c'est la vie c'est la santé. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur ce sujet pour le débattre encore plus profondément. Merci de nous avoir suivis en direct sur la télévision La Bari. On se retrouve prochainement dans Contour, Inch'Allah. À très bientôt.